toujours sur le Salon Global Industrie. On va commencer cet après-midi de deuxième jour avec un éclairage sur les produits management du futur, le produit management du futur, quelle place pour l'humain dans la transformation digitale des entreprises. Deux personnalités pour nous éclairer sur ce sujet. Frédéric Segon, bonjour. Bonjour. Enseignant-chercheur au laboratoire Conception de produits et innovation LCPI au Quart Noir. Tout à fait. Et Emmanuel Esquieu, bonjour. Bonjour. Fondateur et CIO de Nomor. Tout à fait. Excellent. Alors avec tous les deux, on va évoquer donc cette place de l'humain dans la transformation digitale. C'est un sujet qu'on peut aborder par beaucoup d'angles. Il y a beaucoup d'entrées. Quel a été, votre sujet, votre démarche pour aborder cette place de l'humain dans la transformation digitale ? Tout d'abord, le déploiement de systèmes PLM, on va le voir dans les slides qui viennent, c'est vraiment quelque chose qui est basé à la fois sur de la donnée, mais également sur la manière dont l'humain va gérer cette donnée-là. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de montrer au travers de cette présentation. Excellent. Ouais. Et Emmanuel Non, mais tout à fait. Et l'idée, c'est de favoriser, d'accélérer l'appropriation utilisateur sur des logiciels très complexes que sont le PLM. Excellent. Eh bien, allons-y. Allons-y, parfait. Très bien, mais bonjour à tous. Donc nous avons prévu de vous faire une présentation qui va se structurer en 3 parties de nos travaux de recherche communs avec l'entreprise Nomor. Tout d'abord, nous verrons qu'est-ce qu'un système PLM, parce que ce sont des systèmes qui sont très présents dans les industries manufacturières, mais pas forcément connus du grand public. Nous verrons dans un second temps la place de l'humain dans ces projets de transformation digitale, car le PLM est un outil qui permet la transformation digitale de nos entreprises. Et dans un troisième temps, nous aurons une présentation des plateformes d'adoption digitale par le leader européen de ces solutions-là, représenté ici par Emmanuel Esquieu. Alors, qu'est-ce que le PLM ? Le PLM en soi, c'est un système d'information qui va permettre de rationaliser les informations que l'on va avoir et les méthodes liées au produit tout au long de son cycle de vie. D'accord ? Donc ça va aller de sa conception à sa fabrication, à sa maintenance et à son retrait fin de vie. Et on va agréger l'ensemble des données qui sont liées à ces produits-là. Et l'objectif, ça va être de les mettre à disposition de l'ensemble des parties prenantes. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça parce que quand on conçoit un produit, on a très souvent plusieurs vues métiers qui sont différentes. Les métiers de la conception, qui vont avoir leur représentation du produit. Les métiers de la fabrication, ceux en charge de fabriquer votre produit, ils auront une autre vue métier, donc une autre manière de représenter les données. Et également le métier du support et de la maintenance, qui vont avoir eux également leurs informations. L'objectif des systèmes PLM, c'est d'éviter de créer énormément de doublons, ou en tout cas d'avoir des données qui soient redondantes et pas forcément cohérentes entre ces différents modèles. Et donc, le but de tout ça, ça va être d'éviter les définitions spécifiques d'un même produit. Les systèmes PLM contribuent donc largement à cet objectif-là. Alors, comment est-ce qu'ils y contribuent ? Un exemple de cette nécessité des systèmes PLM, on a pris un exemple qui est la conception d'un produit. Un produit à l'heure actuelle, il est principalement conçu de manière virtuelle avec des outils tels que des outils de CAO. Donc ici, vous avez un objet dont vous allez faire la conception virtuelle. Ensuite, vous allez en faire une simulation virtuelle. On est capable à l'heure actuelle, avec des logiciels de simulation, de venir simuler un fonctionnement d'un mécanisme, par exemple. On va ensuite en faire même une expérimentation visuelle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tester cette montre, la porter de manière virtuelle sur un mannequin, dans un environnement numérique. Ensuite, on va même pouvoir simuler maintenant sa production, son atelier de production. Tout ça dans le but d'avoir un produit réel que l'on va pouvoir acheter, consommer, qui lui-même sera le meilleur. Pour faire tout ça, on a un environnement numérique global qui est lui-même supporté par des systèmes PLM. Ensuite, pour vous donner quelques ordres de grandeur, quand on conçoit à l'heure actuelle un produit un petit peu complexe, l'exemple ici de l'aéronautique, quand Airbus conçoit un avion, Airbus c'est l'entreprise, d'accord ? C'est très souvent, il fabrique quelques pièces en propre, mais c'est surtout un assemblier. Et il a à collaborer avec un ensemble, qui est une entreprise étendue qui comprend certes une collaboration interne entreprise, interne Airbus, mais surtout des échanges de données et des échanges de process avec l'ensemble de l'entreprise étendue. Et donc, il faut imaginer, quand on veut concevoir typiquement un avion, on peut avoir des pics où on a plus de 10 000 concepteurs CAO qui vont devoir se connecter sur une même maquette numérique pour arriver à collaborer. Donc forcément, il faut mettre en place des outils qui permettent de faire ça de manière propre et structurée. Et c'est le but du PLM,
de permettre à des milliers de personnes de travailler sur la même définition partagée d'un système d'information en collaboratif et multidisciplinaire. Alors ça ne s'est pas fait en un seul jour, c'est-à-dire que les systèmes PLM ne sont pas arrivés dans les années 2000 en partant de rien. La progression dans la numérisation des entreprises et dans leur digitalisation, elle remonte au début des années 80. Donc, au début des années 80, donc, à l'époque, quand on arrivait à faire une pièce en 3 dimensions, c'est ce que vous avez ici à l'écran, c'était, on va dire, le top. On arrivait, voilà, le mieux qu'on pouvait faire, c'était d'avoir modélisé une pièce en 3D et éventuellement en faire sa simulation en vue de sa fabrication. Dans les années 90, on est passé du concept de pièce CAO au concept de la maquette numérique, donc Digital Mock-up en anglais. Là, ce n'était pas une seule pièce, c'était un assemblage de plusieurs pièces. Et vous voyez qu'on peut naviguer à l'intérieur de ces pièces pour faire autre chose que simplement regarder la pièce. On va pouvoir détecter par exemple des clashs entre différentes pièces, venir tester des passages de câbles dans différents endroits ou des choses comme ça. Et dans les années 2000 est arrivé le concept du PLM où là on a pu simuler l'ensemble du produit sur son cycle de vie. L'exemple que vous avez dans la petite vidéo, c'est la simulation donc, du montage d'un avion et vous avez en parallèle le montage réel tel qu'il a été réalisé dans la chaîne d'assemblage. Donc vous voyez que là, on est vraiment sur tout le cycle de vie. On n'est pas que sur la conception. On va jusqu'au montage de l'outil, enfin de l'avion sur la chaîne de production. Alors, la place de l'humain là-dedans, vu que c'est la thématique de Global Industry, l'humain dans cette transformation digitale, il est très important. Si on synthétise les 3 évolutions que je viens de vous montrer, dans les années 80, en fait, pour concevoir un produit, on avait très peu d'interactions entre les concepteurs et entre les collaborateurs. C'était très souvent des interactions entre quelques personnes, voire quelques dizaines de personnes, pour échanger de la donnée en interne d'une entreprise. Pour ça, l'outil qui suffisait, c'était un système de gestion de données techniques, qui était un outil interne de l'entreprise, très souvent customisé, et donc on n'avait pas besoin d'aller voir beaucoup plus loin que ça. Dans les années 90 est apparue la notion donc, de Product Data Management. Cette fois, on n'avait plus 2 ou 3 intervenants, mais on avait plusieurs dizaines de personnes en interne qui avaient à collaborer pour concevoir le produit. Et puis dans les années 2000 est arrivé le PLM où cette fois on devait certes continuer à collaborer en interne, mais on devait également se coordonner avec la sous-traitance et donc permettre que les données soient externalisées et de communiquer avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc les systèmes PLM ont vraiment pris leur essor à partir de ces années-là, des années 2000. Qu'est-ce que ça fait un système PLM? Ça contribue principalement à 4 dimensions. La dimension organisationnelle, donc tout d'abord un système PLM, ça doit s'adapter, ça doit refléter les process réels tels qu'ils sont réalisés dans l'entreprise. La dimension technologique, elle s'appuie principalement sur les technos que développe l'entreprise. La dimension informationnelle, donc bien sûr le but d'un système PLM c'est de gérer l'ensemble du patrimoine informationnel lié à un produit. Alors on pense immédiatement à sa modélisation, typiquement la CAO de ce produit-là, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être un diagramme Gantt qui a servi à concevoir le produit, ça peut être des photos de défaillance d'un produit, bref, l'ensemble du patrimoine informationnel lié au produit qui est géré par ce système PLM-là. Et la 4e, donc la dimension humaine, qui est vraiment, on va dire, cruciale dans ces projets-là. Il se dit qu'il y a environ 50% des projets PLM qui échouent à cause de problèmes humains, donc c'est quand même un levier important à actionner. Et donc le PLM, on doit prendre en compte la dimension humaine de l'entreprise, la dimension culturelle, la dimension nouvel outil, changement, dynamique du changement face à un nouvel outil ou des choses comme ça. Si on prend quelques publications scientifiques, même relativement récentes, donc des années 2020, on voit que dans les raisons principales d'échec de déploiement de ce genre d'outils, PLM, il y a tout un volet qui est sur les problèmes liés à l'humain. Et dans ces problèmes liés à l'humain, il y a en particulier donc un manque d'acceptation de l'utilisateur, c'est ce que vous avez ici, et il y a également un manque de compétences technologiques. Et donc ce dont on s'est aperçu en lançant notre collaboration avec l'entreprise Nomor, c'est que pour permettre une acceptation utilisateur un peu plus facile de ces outils PLM, qui sont parfois assez âpres en termes de compréhension, ce sont des outils métiers relativement on va dire difficiles à manipuler, et c'était intéressant de mettre en place une aide. Et donc cette aide, c'est ce qu'on a monté, donc c'est ce pourquoi Nomor est un expert leader européen des solutions. Et donc on a créé des plateformes d'adoption digitale qui viennent donc s'adapter sur les outils PLM et qui vont s'intégrer aux applications métiers pour aider les utilisateurs à maîtriser ces applications. D'accord ? Et donc c'est dans le cadre de ce partenariat, via l'Institut Carnot Art, que nous avons développé
le partenariat avec la compagnie, l'entreprise Nomor, que va vous présenter maintenant Emmanuel Esquieu. Très bien, merci Frédéric. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Emmanuel Esquieu, cofondateur et dirigeant de la société Nomor, qui est un éditeur de logiciels français, existant depuis plus de 20 ans, spécialisé sur les problématiques, comme l'a dit Frédéric, de conduite de changement, d'adoption utilisateur sur des logiciels stratégiques complexes. Et on va voir que le PLM en font vraiment partie. Voilà. Donc nous, chez Nomor, on croit vraiment qu'il est essentiel de faciliter l'usage des logiciels afin de rendre les utilisateurs autonomes et efficaces. Je vais essayer de vous montrer ce qu'est une plateforme d'adoption digitale, qui est un terme qui existe seulement depuis 3, 4, 5 ans, qui a été défini par Gartner. Alors, c'est devenu un axe stratégique chez nous. Donc, ça, je vous l'ai dit, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur des logiciels divers dans le monde banque, assurance, télécom, énergie, etc. Mais vraiment, l'idée depuis quelques années, c'est de développer un vrai écosystème avec des clients comme Safran, Airbus dans l'aéronautique, mais aussi dans l'énergie, Framatome, etc. Et tout un écosystème de partenaires, d'où notre relation de partenariat avec Arts et Métiers, mais aussi des intégrateurs conseils comme Capgemini, Inetom et d'autres. Et évidemment, les grands éditeurs du marché, PLM étant Dassault Systèmes pour 3DX, PTC pour Windshield, Siemens, Teamcenter, etc., Arras, qui sont en gros les 4-5 plus gros acteurs du marché. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un DAP, une plateforme d'adoption digitale? C'est ni plus ni moins la même chose qu'un GPS dans une voiture. En fait, quand vous voulez aller quelque part, vous lancez votre GPS et il va vous guider pas à pas. Il va vous dire tourne à droite, tourne à gauche, va là, etc. S'il y a des travaux, il peut vous le dire, etc. Et nous, ce qu'on a mis au point chez Nomor, c'est un GPS logiciel. Donc, qui peut s'adapter, effectivement, sur les PLM, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et donc, un petit peu comme un collègue, un sachant qui serait à côté de moi si je suis utilisateur, quand je ne sais pas faire une tâche ou un process, je demande de l'aide. Et là, le GPS logiciel, c'est le terme qu'on a employé, ma plateforme d'adoption digitale, prend la main et me dit clique ici, clique là, n'oublie pas, attention, telle règle, tel métier, attention, tu choisis du carbone, si tu avais choisi de l'acier, il se serait passé telle ou telle chose, etc. Donc l'utilisateur va être guidé, alerté, conseillé. Alors je peux essayer de vous faire une toute petite présentation pour vous montrer comment ça se... On le voit là? Ah merde. Hop. Voilà, c'est rapide, ça dure 1 minute. Donc là, je vais me mettre à la place d'un utilisateur donc, qui veut rajouter une région dans sa variante de produits sur son PLM. Là, en l'occurrence, c'est le PLM de Dassault Systèmes. Donc je suis utilisateur, je suis devant mon application, elle est complexe, je veux faire quelque chose, je me rappelle plus très bien, je n'ai pas forcément de mode opératoire. Eh bien, en bas à droite, j'ai une petite boussole, ça c'est notre logiciel, et cette boussole, c'est notre GPS. Donc à l'intérieur de cette boussole, j'ai tout un tas d'aides, et entre autres ce qu'on appelle des guidages, c'est-à-dire le chemin, le mode opératoire temps réel par-dessus l'application. Je clique sur le guidage qui m'intéresse, et je vais être guidé pas à pas dans mon process métier. Donc c'est ni plus ni moins, vous voyez par exemple ici, on reviendra dessus tout à l'heure, la bulle d'aide me dit clique sur le petit bouton plus, c'est quelque chose qui est bête, mais souvent on met du temps à trouver l'endroit où il faut cliquer, et etc. Je vais être guidé pas à pas dans mon process métier. Voilà, donc là j'ai créé, je peux arrêter la vidéo, on va s'arrêter toute seule. Donc c'est une des fonctionnalités du GPS. Évidemment, il y a aussi du push. C'est un petit peu comme notre ambition, c'est de devenir le Waze de l'application métier. Et en gros, le Waze va vous dire attention, il y a des travaux, mais dans les logiciels, on fait un cheminement métier. Et à un moment donné, on a cliqué sur quelque chose, on a sélectionné une pièce. Et par exemple, dans le monde industriel, l'export control, attention, cette pièce, elle est du domaine militaire et pas public, c'est pas tout à fait les mêmes règles, il ne faut pas faire la même chose, etc., etc. Et donc, c'est tout ça qu'on va pouvoir avancer. Alors, je ne peux plus avancer. Ça ne marche pas, là. Alors, justement, pour vous montrer... la difficulté, tu peux revenir juste en arrière, ça marche, merci.
Là, ce que j'ai voulu vous représenter, c'est un graphe d'un process métier. Chaque fois que vous voyez des points et des traits, les points, c'est globalement des écrans d'un process métier dans une application. Ça, c'est une application bancaire, relativement simple quelque part. Les process dans une banque sont... Vous voyez que mes cheminements, mes process métiers sont assez isolés. Et globalement, bon, il y a plusieurs interactions utilisateurs. Mais vous allez vite comprendre quand je vais vous montrer le schéma précédent. Voilà les process métiers dans des cheminements dans un logiciel PLM. On voit tout de suite que le nombre de combinaisons, le nombre de combinaisons est quasi exponentiel. En gros, vous avez 10, 20, 30 façons de faire la même chose sur un logiciel PLM. Alors que dans un logiciel type ERP, alors on peut parler de SAP, Oracle, etc., tout est vraiment... En fait, les écrans se suivent les uns à la suite des autres, c'est beaucoup plus linéaire. Voilà. Donc, dans ce partenariat que l'on fait, on fait beaucoup de recherches de R&D chez Nomor. Et depuis 2-3 ans, avec Arts et Métiers, on a un doctorant Arts et Métiers, Valentin Joussaume, qui fait une thèse chez nous, dont l'objet, dont le titre est justement l'adoption digitale, les DAP, sur les outils PLM. Et donc ce qu'il a fait, premièrement, c'est de tester ce qu'on appelle l'usabilité des logiciels. C'est-à-dire qu'il a pris un groupe d'étudiants arts et métiers, donc il a fait une expérimentation, il a pris un groupe d'étudiants qui avaient été formés à une application PLM. Il a pris une population à qui il a donné 5 process métiers à réaliser dans cette application. Et donc sans aide, sans DAP, sans GPS applicatif, et une autre population, la même en gros, avec l'aide. Et donc, voilà les résultats. Je vais passer vite parce que, évidemment, donc vous voyez bien en bleu, c'est le groupe contrôle qui n'avait pas le logiciel d'aide. On voit que là, sur une échelle de 0 à 100, on est à 24,5 au départ. 24,5, c'est assez faible. La moyenne dans les logiciels d'utilisabilité, d'usabilité, c'est plutôt 35. Vous voyez que déjà, dans un outil PLM de base, on est quand même déjà en dessous. Et l'autre population qui avait l'aide, qui était guidée, globalement, elle a fait 2 fois mieux, 2 fois plus vite. On voit, et elle est malgré tout encore un petit peu en dessous, la moyenne, quand on est aidé. Alors, une autre façon de représenter la même chose, ce sont des graphes, des chronogrammes. Et là, encore une fois, je vais aller vite, mais vous voyez en rouge, c'est la population qui était aidée du GPS logiciel, du DAP. En bleu, ceux qui n'avaient pas. Et en bas, c'est une échelle de temps. Donc vous voyez en gros, l'équipe bleue a mis 2 à 3 fois plus de temps à faire les mêmes process. Et parmi les 5 process, 3 ne sont pas arrivés au bout. Il y avait un temps imparti. Alors qu'avec le système d'aide, un seul n'est pas arrivé au bout sur les 5 process. Et puis surtout, on voit qu'on va beaucoup plus vite. Et juste un petit focus sur, si vous voyez le deuxième trait bleu, là, ce que vous voyez, c'est le petit plus que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a un moment donné, dans le process, il faut cliquer sur plus pour ajouter quelque chose. Et vous voyez que vous avez une personne, donc là, chaque trait, c'est une personne, qui a mis jusqu'à 3 minutes pour trouver, c'est pas une méconnaissance métier, mais c'est pour trouver l'endroit où il fallait cliquer. Alors qu'avec le GPS, évidemment, il est en train de vous dire clique ici, vous gagnez 3 minutes surtout. Voilà. Donc c'était intéressant, c'est ce qui a été réalisé avec une équipe Arts et Métiers. Voilà, et on continue notre collaboration, on a une équipe R&D en interne chez Nomor, et avec le doctorant Arts et Métiers qu'on a renforcé là récemment, l'idée c'est d'aller encore plus loin. Et aujourd'hui, déjà ce qu'on peut faire, c'est qu'on a 3 niveaux pour aller encore plus vite, pour faire ces modes opératoires, ces GPS. On a un niveau où on peut enregistrer les experts, c'est-à-dire qu'un sachant dans une entreprise, il est rare. Donc on va lui donner notre logiciel, on va lui dire montre-nous comment tu fais le process, on va l'enregistrer, ça va créer automatiquement, j'ai envie de dire ce qu'on appelle un guidage, pour guider les utilisateurs futurs. On peut faire la même chose à partir d'un process BPMN. Souvent, les entreprises ont modélisé leur process sous forme BPMN. On prend ce process, on l'injecte dans notre système, ça génère un guidage. Et évidemment, on fait des travaux sur l'IA pour enrichir tout ça. Je vous montre là très rapidement. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer la démo. Mais l'idée, c'est de dire... il nous reste à peine 10 minutes, 8 minutes. Bon, ça va alors. En tout. Ok, la démo dure 1 minute.
Voilà, ça c'est pour représenter les experts. Ils ont très peu de temps, ils sont hyper sollicités. C'est pas à eux qu'on va demander de faire un mode opératoire, etc. Donc là, l'idée, on lui dit, bah, tiens, mets-toi en face de la machine, et puis je clique dessus, là, c'est bon. Hop. Donc, il y a plusieurs écrans. Voilà. Si elle est là, double-clic. On est en arrière. C'est bon. Bon, alors vous avez raté le début, c'est pas grave. Simplement, l'expert s'est mis devant son application. Il a cliqué sur un bouton enregistrer. On a cliqué sur un bouton et il déroule son process. Bon, là, il est en train de remplir un formulaire. Il sélectionne des pièces, des matériaux, etc. Et à la fin, voilà, il a fini. Et ça a automatiquement créé. On a enregistré ce qu'il a fait, ça a créé un guidage et maintenant si on lance ce guidage, vous voyez qu'il a reconnu les objets, là il dit clique sur le bouton nouveau, il y a déjà les messages, remplis tel champ, etc. Alors évidemment il faut enrichir de pédagogie, il faut donner ça à quelqu'un qui va en fabriquer un mode opératoire. Voilà, donc ça c'est une première chose. Juste, hop. Tu peux me fermer. Merci. Et donc, je pense qu'on a raté celui d'avant. Donc ça, c'est les process BPMN. En gros, un process BPMN, c'est ça. C'est un schéma, un diagramme d'enchaînement de tâches. Voilà, pour faire une tâche, ce qu'il faut faire avec plusieurs chemins, etc. De la même manière, on sait lire ces process, les injecter dans notre système et créer un guidage GPS qui servira aux milliers. Parce que, effectivement, Frédéric l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de projets PLM qui échouent à cause de l'appropriation utilisateur. Et il y a de plus en plus d'utilisateurs. On voit jusqu'à 10 000 utilisateurs, alors qu'avant, dans un bureau d'études, il y avait quelques dizaines, centaines de personnes. Et aujourd'hui, il y a énormément de collaborateurs qui utilisent les outils. Et ils ne sont pas tous experts de ces outils. Donc voilà, ça va servir à ça. Pardon. Et le dernier projet sur lequel on travaille, donc avec de l'intelligence artificielle, c'est le futur. Là, ça arrivera dans un petit peu plus longtemps. L'idée, c'est qu'un utilisateur qui sera perdu devant son application, bah, globalement, il cliquera sur la boussole, mais au lieu de chercher un guidage qui aura été préfabriqué avant, il va simplement faire un prompt en disant montre-moi comment faire telle chose. Ça va alimenter une LLM, une IA, dans laquelle on aura injecté déjà notre modèle de représentation, les process de l'entreprise, les BPMN, etc., tous les process de l'entreprise. Ça va créer automatiquement une sorte de mode opératoire qui va alimenter une machine learning, une autre IA, qu'on enrichit avec la technonomore par le contexte utilisateur, en gros quel type d'utilisateur, quel profil, où est-ce qu'il est dans l'appli, et en fonction de ça, ça donne plein d'informations, avec une boucle d'apprentissage, et ça va générer un guidage automatique, mais enrichi par de l'IA qui aura appris de tous les experts, de tout ce qui aura été fait dans l'entreprise. Voilà les travaux que l'on fait. Pardon. Et ça, c'est la représentation. Vous voyez le prompt, ça sera comment trouver et ouvrir ma pièce platine 2. Et ça va auto-générer. Aujourd'hui, on a fait un MVP. Alors, c'est encore en mode prototype, mais qui fonctionne comme ça. Eh bien, voilà. Magnifique, quel beau travail. Quel beau travail. On peut vous applaudir hein, parce que... Merci. Merci. Comment rendre simple la complexité, très clair et très parlant aussi en termes d'atouts, d'avantages. C'est énorme, le temps gagné, la compréhension accélérée. Et même, il y a des fois, on ne comprend rien et avec l'outil, on peut comprendre facilement. Avec cette porte ouverte sur l'IA, je vais passer le micro. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce qu'on vient de voir ? Parce que là, la porte ouverte, oui, non. Allez, go. Bon, j'ai pas de... Il est allumé. Oui, il est là. Oui, ouais. Ça marche. Oui, j'ai pas de questions, mais un commentaire juste. Ce que vous faites là est essentiel. Bon, je connaissais pas en détail ce sujet-là. Ça veut dire que mon collègue m'a caché des choses encore, mais moi, je suis arrêt métier aussi sur le PLM. Un des enjeux principaux de ces applications-là pour les entreprises, c'est au-delà du nombre d'utilisateurs et de designers dans les bureaux d'études, c'est le turnover dans les entreprises aujourd'hui, parce que
par exemple, Airbus, un designer, il reste à peu près 18 mois. Et tous les 18 mois, il y a un nouveau qui arrive et qui ne connaît pas les process, justement. Donc, ces assistants-là, à mon sens, ont aussi énormément de valeur ajoutée pour répondre à cette problématique qui est un vrai fléau, entre guillemets, dans les entreprises, dans les bureaux d'études. En tout cas, il y a 30-40 ans en arrière, quelqu'un qui est rentré au bureau d'études, il en sortait quand il partait à la retraite. Ça c'est fini. Voilà. Tout à fait, merci pour la remarque. Vous avez tout à fait raison. Il y a une partie dans les plateformes d'adoption digitale que l'on fait qu'on appelle du onboarding. Effectivement, un nouvel arrivant, alors avec du turnover ou des nouvelles embauches, etc. Quand il arrive sur son appli, il a déjà une première fenêtre qui peut apparaître où on va lui dire, ben voilà, ça c'est ta fenêtre de onboarding et tu as une dizaine de petites choses à faire, y compris ce qu'on appelle des visites guidées. C'est-à-dire que ben voilà, je vais te montrer en 1 minute ou 2 minutes. C'est un peu comme une vidéo, mais c'est pas une vidéo, c'est clique là, voilà, tu vois, ça sert à faire telle chose. Si tu veux créer une pièce, fais comme ci, fais comme ça, etc. Et effectivement, ça permet, parce qu'on n'a pas forcément le temps et les moyens de faire des formations à chaque fois quand un nouvel arrivant arrive, surtout le premier jour où il arrive, etc. Ouais, tout à fait. Merci. L'onboarding facilité. Question plutôt pragmatique. Est-ce que vous pouvez donner un petit peu une échelle de temps que ça vous prend pour développer une plateforme comme ça, suivant la demande des entreprises? J'imagine que vous avez eu des cas très très différents, mais pour avoir une petite idée et savoir justement l'ajout de l'intelligence artificielle générative, est-ce que vous évaluez aussi le temps que ça peut faire gagner dans la création de ce type de support? Oui, tout à fait, merci. Alors, en gros, pour faire un process métier classique, je ne parle pas d'intelligence artificielle. Globalement, c'est un petit peu comme si quelqu'un faisait un mode opératoire. En gros, il va faire des copies d'écran, il est obligé de rajouter des zones, et dire, bah voilà, pour faire telle tâche, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Donc là, il n'y a pas de copie d'écran à faire, il y a juste à le faire en vrai sur l'application. Le plus long, c'est de taper les messages pédagogiques et métiers. Et il faut en gros entre 2 heures et 1 journée pour faire un bon process. Dans le monde du PLM, si on veut faire un bon process, on a constaté, c'est 3 à 4 fois plus long. Donc il peut vous falloir 3, 4, 5 jours pour faire, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme une présentation PowerPoint. Soit vous la faites en 10 minutes, soit vous y passez 3 jours dessus. Mais si vous voulez que vos 10 000 utilisateurs soient bien, et puis il y a tellement de combinaisons comme je vous l'ai montré, donc là, on est obligé d'avoir des outils type IA, etc., type enregistrement automatique comme je vous ai montré, pour aller beaucoup plus vite. Et donc je dirais, oui, effectivement, encore une demi-journée, voire 1 journée pour avoir un process. Mais en plus, on travaille pour que ce process GPS génère automatiquement les documents qui sont obligatoires à fabriquer de toute façon dans une entreprise. Donc, alors, à implémenter, c'est très rapide. C'est plus long quand on est dans le monde de l'industrie. Ce qui est long, c'est la sécurité. En fait, parce qu'un GPS, globalement, il sait où il est. Et vous savez à tout moment où est votre utilisateur, dans quel écran, etc. Donc, il faut montrer plaque blanche au niveau sécurité. Alors nous, dans notre technologie, on ne manipule aucune donnée confidentielle. Il n'y a pas d'échange avec des serveurs. Enfin, je ne rentre pas dans le détail. Donc, dans le monde de la défense ou de l'industrie, etc., le plus long, c'est d'avoir les autorisations. Mais sinon, en 1 semaine ou 2, c'est en œuvre... je dirais même en quelques jours, on peut mettre en œuvre, on fait des POC, des Proof of Concept, en 1 semaine. Excellent, je vois l'heure qui tourne. Dernière question, oui. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Moi j'ai une question, je pense que vous y avez déjà pensé, mais est-ce que votre application n'aurait pas un intérêt dans le B2C pour d'autres plateformes grand public pour aider l'utilisateur? Alors oui, on y a déjà pensé, vous avez raison. On est déjà sur du B2B2C, c'est-à-dire que souvent nos clients, alors je vais prendre un exemple plus simple, une banque, elle a quand même, par exemple, on a des clients, une banque qui a quand même 50 ou 60 000 utilisateurs, mais en face d'eux, ils ont 22 millions de clients. Et donc 22 millions d'utilisateurs potentiels. On a France Travail aussi comme client, donc globalement, on touche les 3 millions de chômeurs, hélas, et tous les employeurs qui sont aidés pour entrer leur CV, etc. Après, on n'a pas été jusqu'au monde B2C complet, type plateforme,
Mais vous avez raison, c'est ou les plateformes du gouvernement, souvent même pour saisir vos impôts. J'y vous avez un mode pensais opératoire en ou une voyant le vidéo. début, je me disais ça pourrait servir des fois à Voilà. l'État. Voilà. On commence Quand à on parle de travailler dans- choc de simplification, Voilà. tous les ans on en parle. Là, ça serait vraiment un outil précieux pour beaucoup de Merci. démarches. En tout cas, merci pour la question. On est bien. Eh ben, écoutez, il est 3 heures. On est pile poil dans les temps. Un grand merci à vous. On peut vous applaudir. Merci à vous. Merci. Merci à tous. On suivra avec beaucoup d'intérêt. On peut rester là-dessus. Frédéric, vous disiez en entrée que vous êtes un leader européen, No More aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet d'excellence en France ? On a des esprits très brillants dans la cyber, dans l'IA. Est-ce que ce type de grand projet comme ça de simplification, les Français ont une bonne maturité au niveau de gérer la complexité ? Je dirais oui. Aujourd'hui, nous, No More, on a été précurseurs, on a été les pionniers sur ces plateformes. Il y a 20 ans, ça ne s'appelait pas comme ça. On appelait ça coaching digital, coaching Ouais. électronique. Ouais. On n'appelait pas ça une plateforme d'adoption digitale. Donc on était plutôt en avance. Effectivement, maintenant, il y a beaucoup de compétiteurs anglo-saxons, etc., qui viennent avec énormément de moyens. Mais dans le monde du PLM, par rapport à la complexité dont je vous ai parlé, dont Frédéric vous a parlé dans le monde du PLM, je pense que là, on a, et avec l'écosystème industriel français, aéronautique, automobile, etc., on a une vraie valeur ajoutée et je pense qu'on peut s'affirmer leader dans ce domaine-là parce qu'il est tellement complexe qu'il n'est pas encore adressé. On est un petit peu en Exactement. avance. Génial. Eh bien, un grand bravo pour ça. Merci. Parce qu'on a besoin de champions européens. Merci à vous.